Bonsoir. Avant tout, j'aimerais remercier Jean-Pierre Dupuis pour le mot si généreux et si riche de sens qu'il vient de dire et sur lequel on pourrait continuer une conversation longtemps. Et vous dire aussi combien je suis heureux d'être ici, invité par le Centre Pompidou, par la Fondation Imitatio, avec la participation de l'Institut culturel italien, dans le cadre de ces conférences René Girard, c'est-à-dire d'un homme, d'un auteur que j'admire depuis toujours et auquel, comme vous avez bien compris, je crois, d'après le mot de Jean-Pierre Dupuis, je suis lié par une très compliquée série de convergences et divergences qui m'ont nourri longuement et continueront. Bien, ce que je vais lire ce soir devant vous va témoigner de ça. Vous pourrez constater en fait de quoi il s'agit, de ce réseau de rapports. Bien que je ne parle pas directement de René Girard, mais d'autres questions qui touchent à non seulement l'anthropologie en général, au mainstream de l'anthropologie aujourd'hui, mais au monde où nous vivons, que ces genres d'anthropologie reflètent à sa façon. Bien, à près de 120 ans de distance de l'essai sur la nature et la fonction du sacrifice de Hubert Remus, on peut se demander ce qu'il en est du sacrifice. Durant ce laps de temps, certains livres fondamentaux ont paru et il s'est accumulé une quantité imposante de matériaux et d'études spécifiques. Dès lors, pouvons-nous dire que les thèses de Hubert Remus ont été confirmées, réfutées, abandonnées, corroborées? Pouvons-nous dire que l'on est allé plus loin? Dans quelle direction? Et peut-on identifier un caractère général indiscutable qui se serait imprimé tel un sceau sur l'ensemble de ces études, du moins dans le champ académique? Si l'on prend l'essai de Hubert Remus comme terminus a quo, on peut considérer comme terminus ad quem le volume collectif Greek and Roman Animal Sacrifice, paru en 2012 sous la direction de Faraone et Naden, en tant que mise au point exemplaire de l'état de l'art dans le monde académique concernant le phénomène en question. Et c'est à reculons que je procéderai en partant précisément de ce livre. Livre dans lequel, afin de déblayer le terrain de toute intrusion indue, il est clarifié dès l'introduction des éditeurs scientifiques qu'en ce qui concerne le sacrifice sanglant, les 40 dernières années ont été dominées par deux livres. Homo Necans de Walter Burkert et La cuisine du sacrifice d'Étienne Vernon, auquel Fritz Graff ajoute La violence et le secret de 1972 de René Girard, dans une position plus en retrait, peut-être parce que le statut académique de l'auteur n'est pas aussi impeccable que celui des autres spécialistes. Après tout, Girard a commencé en s'occupant rien que ça de littérature. Le destin des sciences étant par définition placé sous le signe du progrès, Faraone et Naden laissent d'emblée entendre qu'il s'agira de voir ce qui demeure valable de ce livre en 2012. Mais avant tout, qu'ont donc en commun les ouvrages on ne peut plus divergents de Burkert et d'Étienne Vernon? Selon Fritz Graff, le fait d'être trois grandes théories. Et là est l'essentiel si on veut démontrer, et telle est l'intention déclarée du volume en question, que les grandes théories sont out. C'est-à-dire elles sont une pièce du passé susceptible d'être étudiée de même que tout autre phénomène comme un fait socio-culturel, mais inadéquate si l'on veut rendre compte du sacrifice, terme qui est ensuite directement mis en doute en tant que tel. Ce point est clarifié à la fin de l'introduction de Faraone et Naden, là où le propos vise à souligner quel est l'animus de la totalité du volume. Montrer que le sacrifice, ici carrément épinglé entre guillemets,
tel un corpus delicti, est une catégorie, ils disent, de la pensée d'hier. Phrase pernicieuse et dévastatrice qui implique plusieurs conséquences, dont la première est que le sacrifice en tant que tel n'appartient plus aux objets de recherche sérieux, actuels et futurs, mais tout au plus à cette branche mineure des études qui s'occupe de l'histoire d'une discipline particulière. Ainsi, d'un seul coup, et en prenant appui sur les travaux publiés durant les dernières 40 années, est mise au rebut une catégorie de pensée, comme ils disent, qui a survécu durant des millénaires, avec une impressionnante constance de thèmes et de lexique, non seulement dans le monde classique, mais également si on se réfère aux deux traditions qui servent de pilier à l'étude de Hubert et Moos, c'est-à-dire dans les textes védiques et bibliques. En d'autres termes, le monde académique semble considérer en 2012 comme étant trop sophistiqué. Et le monde académique semble se considérer en 2012 comme étant trop sophistiqué et trop éclairé pour pouvoir se contenter de ce que l'humanité a maladroitement accumulé au cours d'époques immémoriales et dans les contextes sociaux et géographiques les plus disparates. Une attitude qui pourtant n'est pas absolument neuve. Lors d'une symptomatique conférence à Santa Cruz au cours de la désormais lointaine année 1983, une autorité de l'anthropologie comme Jonathan Smith a prononcé avec une remarquable candeur les paroles suivantes. Je cite, « Je ne connais pas une seule monographie ethnographique publiée dans les 20 dernières années où le mot sacrifice figure dans l'index analytique. J'en tire la conclusion qu'il n'y a pas de sacrifice tant que nous ne l'inventons pas nous-mêmes, nous l'imaginons, puis nous partons à sa recherche jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. » Fin de la citation. Parole d'une redoutable présomption. Mais comme emblématique ironie du sort, je voudrais simplement mentionner le fait que juste un an avant la conférence de Santa Cruz, était publiée la magnifique étude de Herta Creek sur le rituel de l'installation des feux sacrificiels védiques. Livre qui compte presque 700 pages et où, dans l'index analytique, les entrées explicitement consacrées au sacrifice occupent 3 colonnes. Mais peut-être cet ouvrage n'appartenait-il pas au genre de la monographie ethnographique. L'attitude intolérante de Jonathan Smith envers le sacrifice, considéré comme une catégorie surannée et illégitime, ou encore inconsistante, pourrait sembler idiosyncrasique et isolée. Or, c'est le contraire qui est vrai. Cette attitude a ouvert une brèche dans la communauté académique. Le volume de Pharaon et Naden en est le témoignage. Et il s'y ajoute une nouvelle et insidieuse implication. Une fois acquis avec assurance, je cite, « qu'est dépassée l'époque où l'on croyait pouvoir élaborer une théorie du sacrifice susceptible d'englober tous les millénaires et toutes les civilisations », telle est la phrase inaugurale de l'important volume de la Fondation Hart sur le sacrifice, peuvent être faits les premiers pas dans cette jeune discipline qu'est l'anthropologie de l'anthropologue. La première, et jusqu'à présent inégalée, tentative dans cette discipline, fut les remarques de Wittgenstein en marge du rameau d'or de Fraser, où Wittgenstein traitait Fraser comme Fraser traitait ses primitifs, en observant son comportement, ses réactions inévitables, ses sous-entendus, ses surdités, ses susceptibilités victoriennes, exactement comme un anthropologue aurait enregistré sur le terrain la manière d'agir d'un medicine man. Il s'agit là d'une voie ardue et délicate, dans laquelle la clairvoyance de Wittgenstein n'a pas eu beaucoup de successeurs, alors même que se répandent dans le monde académique des procédés plutôt expéditifs tendant à impliquer la personnalité des savants dans les jugements concernant leurs travaux. Dans le volume de Pharaon et Naden, par exemple, il est d'emblée mis carte sur table avec une sorte de brutalité. Je cite, « Le thème de la violence chez Burckhardt remonte au réactionnaire français Joseph de Maistre
Et le thème de la solidarité conviviale dans l'école française remonte à Durkheim et aux Lumières. Fin de la citation. Écrivent les deux savants. Quant à Girard, selon Fritz Graff, il suffira dire qu'il, je cite, « généralise les aspects pessimistes de l'anthropologie de Freud ». Énoncés à l'indicatif comme des données de fait et avec une telle assurance dans le ton, ces jugements ont quelque chose d'involontairement comique, surtout si l'on songe à l'embarras qui pourrait en découler pour Burckhardt en Allemagne, où le nom de Joseph de Maistre est mal famé ou ignoré, alors que Burckhardt est hautement estimé et considéré comme une autorité dans le domaine des études classiques. Comme exemple de comique involontaire, se détachent plus encore les lignes suivantes, où il est rappelé, je cite, qu'aussi bien Girard que Burckhardt pourraient être vus comme une réaction à leur expérience personnelle de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont l'un et l'autre grandi dans des pays déchirés par la guerre. Girard dans le sud de la France, Burckhardt dans le sud de l'Allemagne. Fin de la citation. Le fait que cette observation a une valeur heuristique nulle, puisqu'elle s'applique également à des millions de personnes, n'a pas besoin d'être souligné. C'est néanmoins une attitude partagée au moins par un autre auteur du livre, Bruce Lincoln, pour qui la théorie de Burckhardt est, dit-il, reconductible à l'angst de l'après-guerre allemand, et celle de Vernant et d'Étienne à la, dit-il, sempiternelle joie de vivre française, sur laquelle j'ai eu toujours des doutes, mais évidemment, je suis le seul. Ce n'est pourtant pas de cet aspect dont je voudrais parler ici, mais de l'attitude générale de rejet des grandes théories, ces épaves d'une époque plus ingénue et moins avertie. De la même manière que ceux, et ils sont nombreux, qui affichent leur rejet de la politique, mais au même moment sont justement en train de faire de la politique, et d'une espèce plutôt virulente, les anthropologues qui traitent aujourd'hui avec suffisance et un mépris mal dissimulé les grandes théories mettent au même moment en œuvre une autre grande théorie. Mais quelle est-elle? Pour tenter de le comprendre, je m'appuierai sur une observation perspicace de Yash Elsner, qui observe dans le même recueil de Pharaon et Naden. Il dit « Le problème fondamental, selon moi, est que la commune opinion actuelle sur le sacrifice sanglant, bien qu'elle se donne pour un fait historique, se fonde en réalité sur un présupposé théologique, en tant qu'elle considère exclusivement une certaine forme de religion enracinée dans l'échange sacrificiel entre les hommes et les dieux, ayant pour résultat un bénéfice matériel, la disponibilité de la chair et le festin comme immanquable acte final du processus sacrificiel. » Fin de la citation. Sous son bon sens apparent, cette vision du sacrifice est tout aussi incongrue que celle qui, au XIXe siècle, expliquait les mythologies en termes météorologiques, de vicissitudes de nuées, de tempêtes, de sécheresses et de foudres. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici n'est pas tant la médiocre substance spéculative de cette communis opinion sur le sacrifice que ses origines cachées, qui consistent en ce que je définirais comme la superstition de la société, où le mot « société » doit être entendu comme l'objet même de la superstition, comme quand on parle de la superstition du chat noir. Il faudra alors remonter loin en arrière et élargir la perspective, car ce qui est en question ne concerne pas seulement l'anthropologie, mais tout notre monde. En effet, pourquoi s'étonner? Si l'Église catholique ne ressemble plus désormais qu'à une gigantesque agence d'assistance sociale, pourquoi une simple branche de l'activité académique comme l'anthropologie devrait-elle se soustraire à la contrainte qui conduit à voir dans l'idée des sociétés l'horizon ultime de la pensée? Au cours du XXe siècle, s'est cristallisé un processus d'une immense portée qui a envahi tout ce que recouvre le nom de religieux. La société séculière, sans qu'il ait été nécessaire de le proclamer, est devenue le cadre de référence ultime pour toute signification.
comme si sa forme correspondait à la physiologie de n'importe quelle communauté et comme si l'essence ne devait être recherchée qu'au sein de la société elle-même. Celle-ci pouvant prendre les formes politiques et économiques les plus divergentes, capitalistes ou socialistes, démocratiques ou dictatoriales, protectionnistes ou libérales, militaires ou sectaires. Toutes, sans exception, doivent être considérées comme les simples variantes d'une unique entité, la société en soi. C'est comme si l'imagination s'était amputée, après des millénaires, de sa capacité à regarder au-delà de la société, à la recherche de quelque chose qui donne sens à ce qui se produit à l'intérieur de la société. Il s'agit là d'un pas extrêmement audacieux, qui implique un formidable allègement psychique, mais inéluctablement de courte durée. Vivre par-delà le bien et le mal est quelque chose qui rencontre une invincible résistance. Produire ou de toute façon favoriser cet allègement est une caractéristique décisive de la démocratie, laquelle se révèle pourtant incapable de le conserver. Par rapport à tous les autres régimes, la démocratie n'est pas une pensée spécifique, mais un ensemble de procédures qui se prétendent capables d'accueillir n'importe quelle pensée, excepté celle qui se propose de renverser la démocratie elle-même. Et c'est là qu'elle est la plus vulnérable, comme la démonstration en a été faite en Allemagne en janvier 1933. Ainsi, la société séculaire a fait preuve de souplesse et d'ingéniosité dans la réabsorption sous de fausses apparences de ces mêmes puissances qu'elle venait à peine d'expulser. La théologie a fini par devenir politique, tandis que la théologie au sens propre était reléguée dans les universités. Or, ce processus s'applique à tous les niveaux. Sans les frissons du sacré, la société séculière semble se refuser à subsister, tandis que le sacré en tant que tel est confiné dans la sphère académique. Ne pouvant par conséquent nommer, selon les règles d'un canon, ce qu'elle adore, la société paraît condamnée à une nouvelle et sournoise superstition, la superstition d'elle-même, la plus difficile à percevoir et à dissiper. Nous savons désormais que les pires désastres se sont manifestés quand les sociétés séculaires ont voulu devenir organiques, une aspiration récurrente dans toutes les sociétés qui développent le culte d'elles-mêmes, toujours avec les meilleures intentions, toujours pour récupérer une unité perdue et une harmonie supposée. Sur ce point, Marx et Rousseau, mais aussi Hitler et Lénine, mais aussi le libéral Henri de Saint-Simon, ont trouvé un accord fugace, organique. Voilà ce qui convient à tout le monde. Nul ne se hasarde à dire que l'atomisation tant décriée de la société peut être aussi une forme d'autodéfense contre des maux plus graves. Dans une société atomisée, on peut se camoufler plus facilement. On n'attend pas que la police secrète sonne à la porte à 4 heures du matin. Tout cela est le résultat d'une évolution longue et tourmentée, qui ne s'est jamais interrompue, même si elle s'est parfois dissimulée. S'il nous fallait établir de manière parfaitement arbitraire et pour des besoins purement dramaturgiques le moment initial de ce processus, aucune image ne semblerait plus appropriée que celle de Sparte, telle que Jacob Burckhardt l'a mise en lumière avec sa sobriété coutumière, synthétisant la question en quelques mots. Je cite Burckhardt. « Sur la terre, il dit, la puissance peut avoir une mission supérieure. Sur elle seule, sans doute, sur un monde fortifié par elle, peuvent surgir les civilisations d'un ordre supérieur. Mais la puissance de Sparte ne semble être apparue au monde que pour elle-même, pour sa propre affirmation, et son pathos, son aspiration constante, a été l'asservissement de peuples soumis et l'extension de son empire comme une fin en soi. » Que ces paroles de Burckhardt révèlent
une importance particulière et peuvent être appliquées non seulement à Sparte, mais à l'histoire récente et à ce qui arrive aujourd'hui, peut être étayée par une curieuse circonstance éditoriale. En 1940, la date est importante, la Deutsche Buchgemeinschaft a publié en un seul volume la griechische Kulturgeschichte de Burckhardt, précédée d'une note signée la maison d'édition, contenant cet avertissement, qui disait « L'apparat scientifique, les notes, les renvois aux sources, ainsi que les répétitions flagrantes et des détails qui n'intéressent que les spécialistes ont été éliminés. L'ouvrage a ainsi acquis une plus grande lisibilité. » Fin de la citation. Or, parvenu à la page 50, le lecteur peut se rendre compte qu'un paragraphe entier a été supprimé. Et il s'agit précisément de celui qui se conclut par les mots qui viennent d'être cités. Il vaut également la peine de lire les lignes qui le précèdent, elles aussi supprimées. Burckhardt dit « L'accent a déjà été mis plus haut sur le coût généralement très élevé de la fondation d'une cité. Mais la fondation de Sparte se distingue par le prix exorbitant qui fut payé par le peuple soumis. Ils eurent le choix entre toutes les formes d'esclavage, l'anéantissement et la déportation. » Fin de la citation. Burckhardt concluait que bien qu'une telle configuration sociale ne fût pas dépourvue de grandeur, on ne pouvait éviter de la considérer, dit-il, sans aucun sentiment de sympathie. Pour un éditeur allemand fidèle au régime, et tous étaient alors fidèles au régime, il était intolérable que certains faits soient nommés avec cette inflexible précision et sans aucun sentiment de sympathie, selon les propres termes de Burckhardt. S'agissant de la société séculière, on peut se demander si cette société croit en quelque chose qui ne soit pas elle-même, ou si elle atteint ce haut degré de sagesse qui fait que l'on renonce à croire et que l'on se limite à observer, à étudier, à comprendre, selon une progression indéfinie et imprévisible. Actuellement, cet état, qui exige sobriété et concentration, ne semble pas correspondre à ce qui se passe jour après jour dans la société séculière démesurée qui s'étend désormais sur l'ensemble des continents et est en permanence secouée par de violentes turbulences d'origines diverses, lesquelles ne sont d'ailleurs pas sans rappeler celles qui se produisaient à l'époque des guerres de religion. Mais celles-ci se fondaient précisément sur des heurts entre croyances. À côté des armées terrestres s'affrontaient les armées invisibles des théologies et des liturgies, des armées qu'il serait en revanche impossible de percevoir aujourd'hui. Les conflits de la société n'ont plus pour objet quelque chose qui serait en dehors ou au-delà, mais la société elle-même. Or, celle-ci est avant tout une vaste surface expérimentale, un laboratoire, où des forces opposées se déchirent mutuellement pour la direction des expériences. Ce tableau devrait suffire à ce que l'on reconnaisse à la société séculière un caractère d'unicité. Tout ethnographe d'école positiviste savait que les centaines de sociétés répertoriées par sa discipline avaient au moins un trait en commun, celui de croire à des puissances et des entités extérieures à la société elle-même, invisibles, autosuffisantes et qui hantent la vie de tous. Ce dont déclare pourtant se passer la société séculière, que je nommerai désormais société expérimentale, afin d'isoler son caractère particulier. Mais quand et comment cette configuration singulière s'est-elle formée? S'il est vrai que des prodromes peuvent être fixés toujours avec d'excellents arguments dans une époque oscillant entre le Paléolithique et la Révolution française, il existe toujours un moment de cristallisation où la figure achevée se manifeste. Et en l'occurrence, il coïnciderait avec ces années qui correspondent à l'époque de Bouvard et Pécuchet. Ces deux intrépides innovateurs, toujours incompris, furent les premiers expérimentateurs absolus. Il n'est pas un domaine de l'activité humaine qu'il se soit interdit.
et quelle que soit la direction prise par leur investigation, elle a laissé des traces indélébiles, qu'il s'agisse du jardinage ou de l'astrophysique. Leur effort visait à préparer le terrain pour n'importe quelle future expérimentation, laquelle devait cependant se fonder sur une sorte d'encyclopédie totalisante. C'est à eux que l'on peut faire remonter dans son germe ce qui s'appellerait un jour Internet. Mais sur le titre de héros fondateur de la société expérimentale revient à Bouvard et Pécuchet, il existe toujours, s'agissant de la doctrine, un livre guide, comme les épîtres de Saint Paul pour le christianisme, la brève histoire du Parti communiste bolchevique de l'URSS de Staline pour le soviétisme, ou l'interprétation des rêves de Freud pour la psychanalyse. Dans le cas de l'anthropologie, ce fut les formes élémentaires de la vie religieuse, publié par Durkheim en 1912. Par un étrange paradoxe, le livre de Durkheim se présente comme l'opposé spéculaire de l'essai publié par son neveu Marcel Mauss 13 ans plus tôt. L'ouvrage de Mauss et Hubert portait sur la nature et la fonction du sacrifice. Et ce qui importait à Mauss, tel un voyant védique camouflé, était avant tout de dessiner les traits essentiels de la nature du sacrifice, sans toutefois en méconnaître la fonction sociale. Mauss voulait découvrir ce qu'était le sacrifice, quels risques il comportait, avec quoi il établissait un contact. Ni plus ni moins, en effet, qu'une grande théorie. Durkheim, en revanche, n'accordait d'importance qu'à la fonction, ce phénomène singulier grâce auquel d'obscures et vertigineuses cérémonies servaient à maintenir l'équilibre et la cohésion d'une société, de n'importe quelle société. La voie de Durkheim s'est révélée victorieuse et elle reste un fondement inébranlable. Quand aujourd'hui un savant comme R.N. Bella se proclame profondément durkheimien, l'affirmation ne surprend pas et correspond toujours au mainstream de l'anthropologie. Elle a même quelque chose d'évident, comme si un professeur de lycée se qualifiait de profondément newtonien. De fait, quelle que soit sa méthode, quelles que soient les écoles, l'anthropologie est aujourd'hui fonctionnaliste ou n'est pas. Tel est le terrain de la pensée commune, universellement accepté. Mais pourrait-il en être autrement ? En tant qu'étude de la société, l'anthropologie ne peut qu'être le locus selectionis où agit cette suprême superstition constituée par la société elle-même. Le fondement de la superstition de la société est exposé dans l'œuvre maîtresse de Durkheim avec une formidable candeur, une perspicacité inégalée et sans crainte de pousser jusqu'aux plus extrêmes conséquences. Durkheim était parfaitement conscient que sa théorie excluait qu'il puisse s'instaurer une césure conceptuelle entre les Arunta qui célèbrent les rites de la chenille Wichiti. Il dit, en imitant le mouvement de l'animal quand il quitte sa chrysalide, qu'il s'efforce de prendre son vol, d'une part, et de l'autre, les austères fonctionnaires en redingote qui, autour de lui, célébraient les fastes du progrès et de la société et de la science. Les uns et les autres étaient les rameaux d'un seul arbre, au feuillage particulièrement touffu. Dans les deux cas, il s'agissait de délire, si l'on s'en tient au terme que Durkheim lui-même considérait le plus approprié. Mais il s'agissait de délires éminemment utiles, car, grâce à eux, la cohésion sociale entre les Arunta, comme dans la France de la Troisième République, était assurée. Et Durkheim s'abandonne alors aux accents d'une âpre éloquence. Je cite, « En résumé, la société n'est nullement l'être illogique ou allogique, incohérent et fantasque que l'on se plaît trop souvent à voir en elle. Tout au contraire, la conscience collective est la forme la plus haute de la vie psychique, puisque c'est une conscience de conscience plurielle,
Placée en dehors et au-dessus des contingences individuelles et locales, elle ne voit les choses que par leur aspect permanent et essentiel qu'elle fixe en des notions communicables. En même temps qu'elle voit de haut, elle voit au loin. À chaque moment du temps, elle embrasse toute la réalité connue. C'est pourquoi elle seule peut fournir à l'esprit des cadres qui s'appliquent à la totalité des êtres et qui permettent de les penser. Fin de la citation. On croirait entendre parler un présocratique à propos du logos. C'est pourtant le fondateur de cette triste science qu'est la sociologie qui s'exprime. Il y a néanmoins toujours un fondateur avant le fondateur. Et c'est en Henri de Saint-Simon que Durkheim voyait le fondateur de la sociologie. Qu'ont-ils en commun? Ils n'étaient pas uniquement les experts et les analystes de quelque chose qu'on appelait société. Ils étaient le premier prêtre, plus lucide et plus conséquent que les autres, qui s'arrêtent à mi-chemin, d'un nouveau culte, le culte de la société divinisée. Jadis, il suffisait de diviniser l'empereur pour garantir la cohésion sociale. Dorénavant, cela ne suffisait plus. Il fallait diviniser la société elle-même. Et la cohésion est devenue la substance divine qui en irriguait le corps. Durkheim ne se souciait pas de critiquer ou de démontrer l'inexistence de l'objet divin auquel les hommes religieux déclaraient s'adresser. Au contraire, avec une paternelle sollicitude, il les rassurait. Cet objet existe, mais il ne faut pas le désigner par le nom de Dieu ou d'un Dieu. Cet objet est la société elle-même. Je cite, « car elle est à ses membres ce qu'un Dieu est à ses fidèles ». Conformément aux vœux de Durkheim, le type idéal de l'anthropologue ou de l'historien de l'Antiquité actuelle est caractérisé par un désintérêt marqué pour les entités bénéficiaires du sacrifice, selon les officiants. Ils peuvent être des dieux, des démons, des esprits, des puissances, des ancêtres. Quoi qu'il en soit, il est sous-entendu que ces entités étant inexistantes, le fait de s'adresser à elles n'est pas foncièrement différent de celui d'adresser la parole à une armoire. Ce qui est dit à cette armoire est considéré comme insignifiant, alors qu'une attention minutieuse est apportée aux causes économiques et sociales susceptibles d'avoir induit de tels comportements. La solution la plus convoitée sera donc celle de qui parviendra à décrire dans le détail la fonction homéostatique qu'un tel comportement, en soi aberrant, remplit au sein d'une société déterminée. Il y eut, au XXe siècle, une voix solitaire qui identifia avec limpidité et inflexibilité le processus qui a conduit la société à devenir la principale et la plus puissante des superstitions agissantes aujourd'hui. La voix de Simone Weil. En se fondant sur le passage de la République de Platon consacré au gros animal, elle circonscrit avec de paroles lumineuses le phénomène selon lequel le social, je cite, imite le religieux au point de s'y confondre, sauf discernement surnaturel. Fin de la citation. Discernement qui met la pensée à rude épreuve, comme Simone Weil le souligne elle-même dans une parenthèse. Elle dit « Ce mystère crée une apparence de parenté entre social et surnaturel et excuse jusqu'à un certain point, Durkheim, jusqu'à un certain point. Cette parenté, elle dit, est un aveuglement compréhensible et fatal, s'il est vrai, comme elle écrit ailleurs, que sous divers aspects, le social est la seule idole. Se pose alors inévitablement une question. Comment quelqu'un peut-il aujourd'hui échapper à cette variante de la magie noire? Comment un sujet de la société séculière, éduqué à ignorer l'invisible, peut-il les reconnaître à nouveau? Sous quelle forme? Que lui arrivera-t-il s'il refuse de s'imposer un credo, contrairement aux adeptes des pitoyables sectes occidentales, qu'elles se proclament hindoues, bouddhistes ou chiites ou génériquement chamaniques?
nombreuses, jeu risible, conforme aux multiples opportunités offertes par la société séculière et marqué par son sceau. La disponibilité et l'accessibilité de toutes les croyances du passé est précisément l'une des caractéristiques de l'époque que j'appelais autrefois post-historique. Mais si l'on exclut cette voie inévitablement parodique, quelle possibilité reste-t-il? Le sujet anonyme séculier devra-t-il se satisfaire de la disparition de l'invisible, qui est désormais le présupposé de la vie commune? C'est là qu'est la ligne de partage. Si l'essentiel n'est pas de croire, mais de connaître, comme l'exige toute gnose, il s'agira de s'ouvrir un chemin dans l'obscurité en usant de n'importe quel moyen dans une sorte d'incessant bricolage de la connaissance, sans disposer d'aucune certitude sur le point de départ et sans pouvoir davantage imaginer un quelconque point d'arrivée. Telle est la condition, à la fois humble et exaltante, dans laquelle est plongé celui qui n'appartient aujourd'hui à aucune confession, tout en se refusant à accepter la religion, ou plus exactement la superstition de la société. C'est une voie difficile, sans nom, sans point de repère, qui ne soit cryptée et strictement personnelle. Mais c'est aussi une voie où l'on rencontre le secours imprévu de voies similaires, comme dans une constellation clandestine. Je ne crois pas que l'on puisse espérer davantage dans la fraction temporelle où nous vivons. Et d'ailleurs, à bien y regarder, c'est beaucoup. C'est un grand jeu qu'ils sont nombreux à avoir, sans le proclamer, pratiqué au cours des siècles, mais qui aujourd'hui ne peut que se montrer avec impudence, en pleine lumière. Puisque je me suis déjà référé aux remarques sur le rameau d'or de Wittgenstein, c'est avec ces propres mots que je voudrais conclure, tel qu'on peut le lire dans ses notes. Il dit « On pourrait presque dire que l'homme est un animal cérémoniel. » Merci. Merci beaucoup, cher Roberto Calasso, pour cette magistrale conférence qui n'avait qu'en apparence le sérieux de l'érudition. Vous avez accompli 2 gestes absolument scandaleux devant un public français ce soir. Selon moi, le premier s'autorise de votre génie romanesque et ose faire marcher au bord du canal Saint-Martin Émile Durkheim avec Bouvard et Pécuchet. Ce premier geste, beaucoup ici, je crois, ne vous le pardonneront pas. Le deuxième s'autorise du premier, mais il est beaucoup plus grave et il s'aventure, comme vous l'avez magnifiquement dit pour conclure, en dehors de cette religion du social, de cette superstition de la société, de cette absorption révolue du religieux dans le social, sur des terres beaucoup plus ardues où vous ont précédé des grandes voix comme celle de Hölderlin, bien sûr, et des grands maîtres comme Sylvain Lévy ou Simone Veil, que vous avez cité pour conclure. Je pensais, en vous écoutant, à ce débat très virulent qui vous avait opposé à René Girard devant Michel Cazenave et Alain Geoffrey, il y a de ça quelques années, en 88, à l'hôtel de Galifet. Et vous parliez... Studio de Talleyrand, oui. Dans le studio de Talleyrand, et vous parliez avec la même fougue. Et Girard ne dormait pas, ce qui est très rare. Vous écoutez attentivement, à un moment vous regarde et vous dit « Calasso, vous êtes un mystique ». Oui. Merci, cher Roberto Calasso, de rester ce mystique en dehors de toutes les confessions. Certains ont sans doute envie de commencer à débattre avec vous, on a largement le temps. N'hésitez surtout pas, nous avons déjà beaucoup parlé ensemble, donc je ne vous poserai pas de questions, mais n'hésitez surtout pas, ceux qui le souhaitent, à prendre la parole. Des micros vont tourner, il y en a un par là. Je vais en prendre un autre. Je peux ajouter un seul mot. Depuis je vous en prie, ce jour-là, j'attends de Girard qu'il m'explique ce qu'il entend par mystique. Il ne l'a jamais fait et j'attends encore. Mais... Un mystique en dehors de toutes les confessions, c'est sauvage. Non, j'aimerais savoir. Ouais. C'est vous qui allez nous le dire. Y a-t-il des questions? Jean-Pierre.
Oui, merci beaucoup. Non, j'aimerais que vous commentiez un instant les deux images que vous avez présentées et dont vous ne nous avez pas encore dit un mot. Donc, que sont-elles et comment se relient-elles à ce que vous nous avez dit ce soir? Bien, je peux dire quelque chose sur ce que... Oui, alors, celle à gauche, à ma gauche, est une corps, un fragment de corps qu'on voit dans le musée de Eleusis. Et la chose singulière, c'est, vous voyez cette sorte de coupe en pierre qui est là au devant. Et là, dans cette coupe, il y avait de l'eau. Et c'était l'eau qu'on touchait avant d'entrer dans le telestérium pour l'initiation. Alors ça, c'est une image unique d'une certaine façon. Il n'y a pas d'autre corps avec ce détail-là. Tandis que l'autre, c'est une image de Léon Battiste Alberti. C'est l'œil ailé. L'œil ailé qui était un emblème très, très mystérieux qui lui appartient. Et Alberti, en fait, c'est un des personnages qui ont été les plus près de cette tradition grecque qui est représentée par Éleusis elle-même. Et ce sont des images que j'ai mises dans une édition spéciale de Noces Cadmos Harmonie au commencement et à la fin, parce qu'en fait, elles réunissent en soi un peu ce qui est un peu la direction du livre. Oui. J'ai déjà beaucoup parlé, mais je voudrais vous... Jean-Pierre Dupuis. Je crois que merci d'abord pour ce magnifique exposé. Je crois que ce qui sauve Durkheim, c'est qu'il n'est pas... Je crois que ce qui sauve Durkheim, c'est qu'il n'est pas 100% durkheimien. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, quand il essaye d'expliquer ce qu'il appelle la transcendance du social par rapport aux individus, il a deux explications. Ce point a été remarqué par Evans Pritchard, qui l'a critiqué très fortement sur ce point. Première explication de la transcendance du social, c'est que le social, nous le trouvons quand nous naissons. Enfin, c'est le social qui nous donne les symboles, le langage, par l'intermédiaire des parents, mais pas seulement. Mais il y a une deuxième explication qui, d'ailleurs, dans les formes élémentaires, est beaucoup plus prégnante quand Durkheim prend essentiellement comme exemple les rituels, et en particulier les rituels, j'ose pas dire sacrificiels, mais dans un cas, l'explication renvoie à l'ordre. Le social est toujours déjà là, ce que diront les structuralistes. Dans l'autre, au désordre de la fête. J'illustre ce point. J'ai parlé du Brésil, qui est mon second pays. J'ai travaillé avec un anthropologue brésilien, Roberto da Mata, que vous connaissez peut-être, l'auteur d'un magnifique livre qui s'appelle Carnaval, bandits et héros. Da Mata a travaillé avec Louis Dumont, justement, et Claude Lévi-Strauss. Et da Mata décrit sa société, la société brésilienne, comme une société fondamentalement hiérarchique, au sens de Louis Dumont. La totalité sociale a la primauté. Mais il va jusqu'à remarquer, ce qui n'est pas difficile quand on est au Brésil, que le moment où les Brésiliens sentent le plus le poids de la totalité sociale, c'est lors de ces fêtes rituelles de désordre, le football et le carnaval. Bon. Alors, à mon sens, c'est là qu'on peut dire que Girard n'est pas durkheimien. C'est que pour Girard, le social n'est pas toujours déjà là, puisque le social, il l'engendre par un mécanisme qu'il appelle lui-même morphogénétique à partir du désordre, le désordre de la violence, représenté dans les rituels, genre carnaval, sur une scène, 3 jours et 3 nuits et un lieu bien particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est oui. que Durkheim, malgré lui, non, mais, ne se limite pas à la société toujours déjà là. La réflexion sur la violence en Girard, c'est le point essentiel. Et c'est là qu'il va beaucoup plus loin que Durkheim. C'est un thème qui avait été gommé
par l'anthropologie longtemps avant lui, et il le met au centre, et c'est le centre. Il s'agit du centre. Et c'est-à-dire tout le thème du sacrifice ne peut pas être considéré d'une façon utile si l'on ne considère pas que ce trajet, ce voyage que Mauss décrit avec Hubert dans son essai, a au centre la nécessité d'une destruction, et précisément d'une destruction sanglante. Et ça, c'est le vrai mystère. Et alors Girard a fait beaucoup pour nous faire comprendre tout ça. Mais ce qui nous manque, c'est cette chose que Platon et Plotin aussi appelaient το θέον, le divin. Alors cette catégorie est là ou elle n'est pas là. Le sacrifice est un rapport avec cette catégorie ou c'est simplement une procédure d'homéostase sociale. C'est ça le problème. Et c'est de ça que je vais parler, je crois, dans le livre que je suis en train d'écrire, parce que ça fait partie de l'ensemble de choses qui sont déjà aussi dans un livre qui va paraître prochainement et qui a à faire avec l'Inde védique, où ce problème a été vu avec une lucidité qui va tellement plus loin que toute l'anthropologie de notre siècle, que vraiment, c'est vraiment impressionnant de comparer le texte de Brahmana, qui sont les vrais textes de spéculation liturgique sur le sacrifice, et ce qu'on a dit dans notre très illuminé XXe siècle, et XXIe encore pire. Voilà. Oui, bonjour. Alors, moi, il se trouve que je participe à un séminaire animé par Yann Moix concernant Georges Bataille. Et alors, Georges Bataille, c'était quelqu'un qui se définissait comme un mystique athée. Et il était bon. Et notamment, il avait créé un truc acéphale il voulait même faire des sacrifices humains dans la forêt, dans une des forêts près de Fontainebleau. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous situez. Alors quel lien vous voyez, vous, entre le sacrifice vu par Georges Bataille et René Girard, et vous-même, comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette démarche qui est quand même assez particulière? Bien, c'est une longue histoire. Bataille a écrit un livre magnifique qui précède beaucoup certaines réflexions de Girard et d'autres grands anthropologues sur le thème, pas seulement du sacrifice, mais de l'économie en général. C'est La part maudite. Je crois que c'est le livre le plus lucide de Bataille sur ce thème-là. Autrement, je ne peux pas en 2 mots raconter tout le rapport entre Bataille et ce thème-là. C'est très compliqué. C'est aussi quelquefois un peu ridicule et il avait des naïvetés étonnantes, étant un homme d'une telle lucidité pour d'autres aspects. Et alors, chez lui, il faut passer par des pages très confuses pour trouver quelquefois des éclairs d'intelligence totale qui sont très utiles pour comprendre pas seulement ces thèmes anthropologiques dont on parlait, mais par exemple des thèmes littéraires et tout. Cela dit, c'est une histoire compliquée. Je ne crois pas qu'on peut ici entrer dans les détails. Et il y a de côtés, je dois dire, assez pénibles, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que Bataille, par exemple, quand il a fait cette revue qui a eu des années magnifiques, qui étaient critiques, avait réussi à mettre ensemble ce qu'il y a de mieux dans l'intelligence en France, et pas seulement en France, après la guerre, dans une critique qui était fondée sur cette idée très brillante de faire de longs comptes rendus de livres. Je trouve que on ne se souvient pas assez
souvent de ce que cette revue a signifié. Et derrière ça, c'était Bataille, c'était sa conception. Alors tout est très compliqué pour tout ce qui le concerne. J'aurais voulu interroger Roberto Calasso sur un autre aspect de son œuvre. Une parenthèse à propos de Georges Bataille. C'est en effet ce rapport de Bataille avec le sacrifice, lorsqu'il avait décidé de faire une société secrète qui serait fondée sur un sacrifice de l'un des membres. Et alors là, on raconte les choses qui est même un peu comique, c'est-à-dire qu'il avait tout de suite trouvé quelqu'un qui était demandant pour être victime, c'était Michel Léris, mais personne ne s'était déclaré vouloir être le bourreau, l'agent du sacrifice. Et alors, à partir de cela, cette société de la forêt de Saint-Germain s'est un peu, disons, dissoute. Mais j'aurais aimé qu'il parle de l'aspect de son rapport à la littérature, et en particulier à partir de son livre sur la littérature et les dieux, qui contient des aspects très beaux, et en particulier le chapitre sur Mallarmé me semble extrêmement intéressant. Je pense qu'il va peut-être le développer dans son nouveau livre, lorsqu'il parle de Mallarmé à Oxford, de cette conférence extraordinaire qu'a fait Mallarmé à Oxford à partir de la crise de verre, on a touché au verre, etc., et dans lequel il dit très littéralement et très précisément la prose n'existe pas. Et il y a toute cette réflexion de Mallarmé sur ce que devrait être et pourrait être la littérature. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, Mallarmé se rapproche des préoccupations qui sont celles de Roberto Calasso lorsqu'il parle aussi d'autres éléments. Oui, ce que vous dites de Mallarmé, ça me rappelle une chose qui est rapportée par... je dois me rappeler... une fois, Mallarmé, apparemment, en parlant de la poésie, on lui demande qu'est-ce que c'est l'orphisme. Il dit c'est ce qui précède la déviation homérique. C'est une définition géniale. C'est pas écrit par Mallarmé, c'est quelqu'un d'autre qui a raconté cette histoire, mais ça donne le sens que Mallarmé avait dans sa tête. Il n'a jamais déclaré très explicitement, mais une idée de la poésie qui est la plus proche de la conception védique. C'est ça. Et il n'avait pas autour de soi... C'est très curieux parce que à 3 minutes de sa maison, vivait Albert Berghegne, qui était le grand indologue, presque le fondateur de la grande école des védisants français, qui écrivait en ces mêmes années 3 volumes merveilleux qu'on lit même aujourd'hui avec en apprenant beaucoup de choses sur le Rig Veda, et seulement cela. Mais ils ne se sont jamais rencontrés, il n'y a jamais eu de contact direct. Mais ils étaient là, entre rue de Rome, je ne me rappelle plus où Berghegne était en cette période-là. Mais si on lit ensemble ce Berghegne et Mallarmé, c'est comme si c'était le même tissu poétique. C'est ça la chose étonnante. Nous réunis dans cette salle, nous formons tous une petite société, un petit modèle de cette société du XXe, pire XXIe siècle dont vous avez parlé. Et notre cohésion, la cohésion de cette petite société, elle est bien maintenue par une force extérieure à nous tous, qui nous dépasse dans cette salle, par une force qui n'émane pas de nous-mêmes ici, qui est la technique. Votre micro, ou cette caméra, ou cet écran, et le projecteur sont des choses qui nous permettent de maintenir notre cohésion. Alors la technique aurait-elle pris cette place que vous avez
qualifié de vide, que vous avez cru vide. La technothéologie prend-elle la place de la théologie? Oui, c'est assez évident et tout le monde peut le voir tous les jours, ça ne résout pas la question, dans le sens que oui, je crois que Heidegger a écrit quelque chose d'assez important sur ce thème et d'autres aussi l'ont suivi. Mais aujourd'hui, les choses se posent d'une autre façon, je crois. C'est ce point auquel je me référais auparavant, c'est-à-dire si ce qui avait été considéré invisible, qui n'est pas tellement loin de nous, parce qu'il est dans notre tête déjà, a un sens ou non, s'il a une consistance, s'il a une signification, s'il est quelque chose qui donne un sens à tout ce que nous faisons ou non. Parce qu'en principe, ça ne devrait pas l'avoir. Ça devrait être insignifiant, vide. Enfin, tout nous porterait à penser que la pensée, c'est le réseau de l'opinion. C'est ça qui a le bon sens actuel. Et alors, c'est pas suffisant de se poser la question de la technique. C'est évident pour tout le monde maintenant que la technique, c'est plus important que la pensée, par exemple. Mais ce n'est pas tout. C'est seulement le commencement, je crois. Merci pour cette merveilleuse conférence. La précédente question a un peu anticipé sur ce que je voulais dire. Certains diraient que la religion actuelle n'est pas la société, mais la science. Et je me demande ce que vous en direz. Oui. Évidemment, tout le monde serait d'accord de dire que la pensée aujourd'hui, c'est la science. Mais la science, c'est l'ésotérisme pur. Aucune des personnes qui sont ici, je crois, serait capable, et qui emploie un ordinateur tous les jours, serait capable, en quelques mots, de raconter comment ça fonctionne vraiment, cet ordinateur. Comment ça se fait qu'il y a un réseau qui couvre le monde d'images et de mots qui passent dans... Nous employons ça comme nous allumons une lampe. C'est la même façon. Nous ne savons presque rien de tout ça. Et ce qui est l'idéologie scientifique qui nous entoure, franchement, ce n'est certainement pas la physique, c'est plutôt Darwin. C'est ça qui donne un peu le mainstream de la pensée respectable scientifique. Alors Darwin, tout le monde le sait, ça a été une immense découverte et comme description de faits énormes qui se sont passés dans le monde. Mais du point de vue de l'explication, c'est très pauvre. Et les hommes de science sont en train de le découvrir. Il y en a beaucoup qui savent qu'on n'explique pratiquement rien avec Darwin. On décrit beaucoup de choses. Ça, c'est une autre chose. Et alors, c'est vrai que la science nous domine, mais d'un côté, elle est un savoir tout à fait ésotérique, même pour les hommes de science, qui connaissent leur zone de la science, mais évidemment qui ignorent beaucoup de choses juste à côté. Et de l'autre côté, c'est une vision générale très modeste qui n'est pas capable d'expliquer vraiment de quoi il s'agit en nous et autour de nous. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde ce qu'on a écrit, les milliers de volumes qui ont été écrits en ces dernières 30 années, avec le mot « consciousness » dans les titres, des milliers. Et le résultat est presque nul. Et cela est dit par les hommes seuls, et de très bien connus hommes de science l'ont dit très franchement, on est arrivé à presque rien.
Mais si on ouvre une Upanishad quelconque, ce même mot conscience acquiert un sens tout à fait différent. C'est beaucoup plus riche. Alors là, vous voyez, si l'on n'est pas capable de dire ce que c'est la conscience, c'est-à-dire l'élément essentiel de notre vie, ça veut dire que la science a beaucoup de choses à découvrir. Je voulais poser 2 questions. Tout d'abord, vous avez fait allusion au livre de Freud, L'interprétation des rêves, et donc à Freud. Je voulais savoir si vous faites un lien, et si oui, lequel, entre la notion de sacrifice et celle dont les psychanalystes parlent très peu de sacrifice, sauf sans doute Freud, mais actuellement, les psychanalystes parlent surtout de castration, qui consiste au fond, soit l'individu décide de donner une part de lui-même, en tout cas de se sacrifier en se donnant ou en donnant une part de soi-même, soit de sacrifier l'autre, c'est-à-dire de lui ôter quelque chose. Alors, j'aimerais savoir si vous pourriez dire quelque chose là-dessus. Et la deuxième question, c'est à propos de ce que vous avez dit de la connaissance, qui est plus importante, certes, que la notion du croire, pour dire tout de même que, au fond, dès que deux êtres se parlent, il y a un minimum de croyance, et qu'au fond, le croire est quand même initial dans la mesure où c'est le croire qui fait exister l'autre. Voilà. Bon. Je ne sais pas si je peux répondre dans le sens que, pour ce qui concerne Freud, son rapport avec toute la constellation du sacrifice, dans un livre d'il y a plus que 30 ans, La ruine de Cache, il y a une partie qui se concentre sur ça. Mais encore derrière ça, il y a un roman où le protagoniste est Schreber, c'est-à-dire le cas qui a fondé la théorie de la paranoïa pour Freud, et où le rapport entre les patients Schreber et l'analyste Freud sont renversés, dans le sens que c'est Schreber qui analyse Freud. Et alors c'est à ça que je devrais renvoyer, mais c'est quelque chose qui se présente sous forme de fiction. Et je trouve que le thème, enfin, comme toujours, c'est précieux de lire tout ce que Freud a écrit, mais le thème des sacrifices est un thème sur lequel il bute d'une façon plutôt évidente. Et j'ai essayé de le montrer de plusieurs façons. Et la deuxième chose, je ne me rappelle plus maintenant, c'était le fait de croire. Vous savez, le vrai point pour nous, je crois, pour nous tous, c'est le rapport à l'inconnu. C'est la révérence devant l'inconnu. C'est l'essence, et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque en général. Ça fait la grande différence entre... c'est pas le fait de croire ou le fait de connaître, mais le fait d'avoir une perception assez précise de ce nuage immense d'inconnu que nous vivons à chaque moment. C'est-à-dire notre conscience, pas dans un état altéré, comme des gens disent, pas à travers la drogue, mais la conscience absolument normale, banale, la conscience banale, est un lieu mystérieux où l'inconnu occupe la plus grande partie du territoire. Mais ça, on le peut percevoir à travers, par des voies assez différentes. C'est évident, certains grands écrivains, mais ce n'est pas évident surtout dans la psychologie, ni dans la psychanalyse, qui considère l'ensemble de ce qui nous constitue comme bâti
avec de sortes de briques qui sont le moi, le surmoi, l'inconscient, comme si c'était évident le contour de ces briques. Alors nous sommes faits d'une autre façon. Nous sommes faits d'une autre façon et je crois que c'est beaucoup plus utile de lire, j'y reviens, la Brihadaranyaka Upanishad par exemple, pour savoir ce qui signifie le rapport avec quelque chose qui est appelé Atman, qui est le soi, c'est le pronom réflexif comme dans nos langues, et le moi, Aham, et cet étrange rapport qui est là en chaque moment, dans chaque seconde de notre vie, mais de notre vie normale, de votre vie en ce moment, de ma vie en ce moment. Alors, tout ça échappe. Si vous regardez dans le traité de psychologie et psychanalyse courant, vous ne trouvez rien de ça. Et ça reste quelque chose à développer, à explorer. Alors ça va beaucoup plus loin que le fait de croire ou ne pas croire. Croire, c'est un piège, plutôt qu'une... Et il s'agit d'avoir une connaissance qui fait des mouvements dans un territoire largement inconnu. Ça, c'est une autre chose. Et naturellement, il faut avoir une certaine confiance pour faire ce pas. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Il y a évidemment un cas, Calasso, qui apparaît dans plusieurs syllabes de titres de vos livres. Vous venez de faire une remarque qui me permet d'aller directement vers la démarche de votre pensée, peut-être, en parlant de l'Atman et de l'Aham. Et il me semble, je méconnais à perfection M. René Girard, exprès, car sa démarche semble fonctionner selon un principe de transcendance. Tandis que dans les Upanishads, et y compris dans le rapport entre l'Atman et l'Aham, le principe de mouvement de la pensée et de la parole qui irait constituer le sacrifice serait celle de l'immanence et pas de la transcendance. Et c'est en ce sens que je me demande si la question qui que traduit donc la lettre K, enfin la syllabe K, n'est pas, lorsqu'elle devient une réponse, l'affirmation même que la question est déjà contenue dans le mouvement qui la produit. Et en ce sens, c'est une démarche éminemment immanente de la pensée par rapport à celle, disons, transcendante, restons là, de Girard. Je ne suis pas sûr de vous avoir compris, mais enfin... Moi non plus. Immanence et transcendance, je crois, sont deux spécialités occidentales. C'est-à-dire que si on regarde dans le monde védique, ça ne correspond à rien. Et alors, on peut s'en passer. Mais je vous réponds sur le point du cas. Parce que c'est vrai, il y a c'est une chose curieuse pour laquelle je ne peux rien faire, mais il y a 4 titres de cette série de livres que j'écris où il y a cette syllabe K. Surtout, il y en a un qui, très souvent, a provoqué des questions pour moi. C'est le livre sur Kafka, c'est K. Et beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi, dans cette série de volumes qui commence avec la ruine de Kash, qui a beaucoup à faire avec l'Inde et Talleyrand en même temps, et après les mythes grecs, les mythes indiens, pourquoi d'un coup il y a un livre sur cet écrivain qui s'appelle Kafka. Et je crois qu'il est là pour plusieurs raisons, mais une, c'est que si on veut décrire la situation où nous sommes, nous tous, rien n'est plus clair que donner un coup d'œil au commencement du château. Dans le sens que je crois que nous sommes
paradoxalement et par des voies très tortueuses, dans une situation parallèle à la préhistoire. C'est-à-dire nous sommes dans une situation où nous ne savons plus donner de nom aux choses. Mais nous sentons la force et les forces qui sont là. Quand, au commencement de K, il y a un monsieur qui est appelé K, qui arrive dans un village qui appartient à un village quelconque de la Bohème fin 19e, ce n'est pas précisé du point de vue géographique, mais tout est la banalité elle-même. En même temps, on se sent entouré de toutes les forces mythiques qu'on peut trouver dans les histoires de Gilgamesh ou de Prajapati ou d'Abraham. Mais ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Et détail curieux, dans ce village, tout est la banalité elle-même, tout est, il y a la taverne, il y a les gens qui travaillent, qui font des souliers ou qui travaillent à l'école, comme ça, mais il n'y a pas une église. Il n'y a pas l'église qui est le centre, normalement, en Europe, du village, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et alors, si on voit exactement comment ce personnage perçoit et subit les forces autour de lui, qu'il appelle naturellement avec le nom de fonctionnaire, de hôtesse, de serveuse, de maître d'école. Mais ce sont comme les archontes de la gnose. Ça a le même pouvoir. Ça, c'est la situation préhistorique. Vous savez que Hérodote a écrit à un certain moment que les dieux grecs, ils n'avaient pas de nom avant Homère. Le Pélage, ils avaient ce dieu, ils savaient qui ils étaient, mais ils n'avaient pas vu le profil de ce dieu, ils n'avaient pas le nom. Et à un certain moment, avec Homère, les dieux de l'Olympe ont eu des noms. Nous sommes dans la situation précédente, mais de l'autre côté, parce que nous avons autour de nous tous les noms de l'histoire, comme Nietzsche a dit, mais ces noms ont été dévitalisés, ils ont perdu leur force, ils sont inertes, et nous ne savons pas quels sont les noms justes pour les appeler. Mais ils sont là. Ils sont là. C'est ça le point. Alors c'est pour ça que le château est quand même la voie la meilleure pour entendre certaines choses, et c'est la même chose qui se passe aussi dans le procès. Ce sont deux livres qui sont l'un le pendant de l'autre, et tous les deux des livres qui n'ont pas été achevés et qui parlent de la même chose. Une dernière question. J'aime beaucoup votre flirt avec l'invisible. Et en fait, je ne sais pas si c'était voulu, mais vous n'avez pas nommé ou rappelé, en fait, ou rappelé que les sacrifices étaient pratiqués pour observer la disposition des organes chez les animaux et prédire le futur. Donc, c'était une sorte de sacrifice pour atteindre une connaissance, pour mettre en vue quelque chose qui était caché, même si c'était à travers des codes magiques. Et je pense qu'il y a une très grande analogie par rapport à cette quête de cette région immense dans laquelle repose l'inconnu à l'intérieur de nous, sur une sorte de nécessité du sacrifice pour pouvoir percer l'invisible et commencer à voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Si j'ai bien compris, non, le sacrifice divinatoire est très important, mais c'est quand même un petit coin dans cet ensemble immense qu'est le sacrifice. Il faut se rappeler qu'une grande quantité de sacrifices en plusieurs civilisations étaient des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices où la victime était tuée et brûlée entièrement, et il n'y avait pas de
repas sacrificiel où le prêtre participait des chairs de la victime. C'est ça qui rend particulièrement horrible et qui nous donne le sens du malentendu colossal dans lequel nous vivons, le fait qu'on emploie normalement le mot Holocauste en référence à ce qui s'est passé avec les Juifs dans la dernière guerre. C'est une sorte de malentendu total. L'Holocauste, c'est le premier sacrifice qui est fait par Noé quand il sort de l'arche. Et c'est le fondement de la liturgie approuvée par Yahvé. Alors donner ce nom, le même nom, à l'extermination de 6 millions de personnes, ça veut dire qu'il y a une sorte de manque de perception tellement immense dans notre monde que ça ne doit pas nous étonner si certaines choses arrivent. Et ça continue tranquillement. Tous les États-Unis ont adopté ce mot. Ils pouvaient, je ne sais pas, quand le plus grand livre sur la persécution des Juifs pendant la guerre, c'était de Hilberg, mais il s'appelait The Destruction of European Jews. C'était suffisant de dire destruction, ça c'était un mot précis. Mais au cours des années 50 et puis 60, et puis maintenant, universellement, l'autre mot, sans comprendre rien de ce qu'il signifie, est devenu le mot orthodoxe. C'est-à-dire, c'est la chose qui est employée dans les journaux tous les jours. Alors, ça veut dire qu'autour du sacrifice, il y a des immenses, des questions immenses et des malentendus immenses qui continuent. Cher Roberto, vous aimez les rites, vous aimez l'exactitude rituelle, la méticulosité rituelle. Votre maître Sylvain Lévy ne parlait pas de foi et de rite, mais de confiance et d'exactitude. Il est 20h30 et nous avons parfaitement respecté le temps qui vous était imparti. Merci beaucoup, Roberto Calasso, avec votre mystique étrange de nous avoir rendu ce soir beaucoup moins superstitieux. Merci. Merci.